Mon mari m'a dit qu'il allait passer Noël avec son ex-femme. Il a dit que sa fille avait besoin de sa vraie mère. Et si ça ne me plaisait pas, je pouvais divorcer. Alors j'ai fait quelque chose qu'il n'a jamais vu venir. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous aimez nos histoires, soutenez-nous avec un super merci ou en devenant membre de la chaîne. Merci d'être parmi nous. Je vais vous raconter le pire Noël de ma vie. Celui où mon mari a choisi son ex-femme plutôt que moi. Celui où j'ai finalement arrêté d'être la belle-mère compréhensive. Celui où j'ai pris une décision qui a tout changé. Parce que parfois la personne que vous aimez le plus est celle qui vous prend pour acquise. Et parfois vous devez tout perdre pour vous retrouver. C'est mon histoire. Ça a commencé 3 semaines avant Noël. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand Marcus est rentré du travail. Il avait ce regard sur son visage. Vous connaissez ce regard. Celui qui dit « je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras pas mais je vais faire comme si c'était complètement normal ». Il s'est assis à table et a dit qu'on devait parler. Mon estomac s'est serré. Ces mots ne veulent jamais rien dire de bon. J'ai éteint la cuisinière et me suis assise en face de lui. Il a pris une grande respiration et a dit que lui et Emma, sa fille de 12 ans, allaient passer Noël avec son ex-femme Rachel. Je l'ai juste fixé du regard. Je pensais avoir peut-être mal entendu. Mais il a continué à parler. Il a dit que Rachel traversait une période difficile. Qu'elle était seule. Que Emma manquait à sa mère pendant les fêtes. Ce serait juste pour le réveillon et le jour de Noël. 2 jours. Il faisait comme si c'était tellement raisonnable. Je lui ai demandé où ça me laissait moi. Il a haussé les épaules. Il a vraiment haussé les épaules. Comme si je demandais la météo. Il a dit que je pouvais aller chez mes parents ou passer Noël seule. Ce que je voulais. Mais lui et Emma allaient chez Rachel parce qu'Emma avait besoin de sa vraie mère. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Sa vraie mère. Comme si je n'avais pas été là pendant les 5 dernières années. Comme si je n'avais pas été celle qui aidait avec les devoirs tous les soirs. Comme si je n'avais pas été celle qui tenait Emma dans ses bras quand elle pleurait à cause de problèmes avec ses amis. Comme si je n'avais pas été celle qui avait appris à faire des tresses juste pour qu'Emma puisse avoir les coiffures qu'elle voulait. Mais je n'étais pas sa vraie mère. Et Marcus s'assurait que je le sache. J'ai essayé de rester calme. Je lui ai demandé s'il comprenait ce qu'il me demandait. Il me demandait de passer Noël seul pendant qu'il jouait à la famille heureuse avec son ex-femme. Est-ce qu'il savait à quoi ça ressemblait? Est-ce qu'il savait ce que ça me faisait? Il s'est mis sur la défensive. Il a dit que j'étais égoïste. Les sentiments d'Emma comptaient plus que les miens. Rachel était toujours la mère d'Emma peu importe quoi. Et si j'aimais vraiment Emma, je comprendrais. C'est là qu'il l'a dit. La chose qui a brisé quelque chose en moi. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit que si ça ne me plaisait pas, je pouvais divorcer. Comme ça. Divorcer. Comme si notre mariage ne signifiait rien. Comme si je ne signifiais rien. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste restée assise là, sentant quelque chose en moi devenir froid et silencieux. Il s'est levé et a quitté la pièce. Il est monté à l'étage comme si on venait de discuter de quoi manger pour le dîner. Comme s'il ne venait pas de me dire que j'étais jetable. Je suis restée assise à cette table pendant 2 heures. Je n'ai pas bougé. J'ai juste pensé à tout. À combien j'avais renoncé pour ce mariage. À comment j'avais toujours été en 2e place. À quel point j'étais fatiguée. Tellement incroyablement fatiguée. Vous devez comprendre quelque chose à propos de ma relation avec Marcus. Je l'ai rencontré il y a 6 ans lors d'une conférence de travail. Il était charmant et drôle et semblait si sincère. Il m'a parlé de son divorce. Il m'a parlé d'Emma. Il m'a dit combien c'était dur d'être père célibataire. J'ai eu de la peine pour lui. Vraiment. On est sortis ensemble pendant 1 an avant que je rencontre Emma. Elle avait 7 ans à l'époque.
Une gentille enfant. Un peu timide. Un peu triste. Ses parents étaient divorcés depuis 2 ans et elle s'adaptait encore. J'ai essayé si fort d'être bonne avec elle. Je n'ai jamais essayé de remplacer sa mère. J'ai juste essayé d'être une personne sûre pour elle. Quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Rachel était une autre histoire. Dès le premier jour, elle me détestait. Et je comprends. Vraiment. Je suis la femme qui a épousé son ex-mari. Mais je n'ai pas brisé leur mariage. Ils étaient déjà divorcés quand j'ai rencontré Marcus. Leur mariage s'est terminé parce que Rachel a eu une liaison. Marcus m'a tout raconté. Comment il est rentré tôt un jour et l'a trouvée avec quelqu'un d'autre. Comment elle s'est à peine excusée. Comment elle a dit qu'elle n'était plus amoureuse de lui depuis des années. Après le divorce, Rachel ne s'est pas battue pour la garde. Elle a accepté un week-end sur 2 et une soirée par semaine. Marcus a dit qu'elle voulait sa liberté. Elle voulait voyager et se concentrer sur sa carrière et ne pas être attachée par un enfant. C'était ses mots apparemment. Pas attachée par un enfant. Alors je suis entrée dans cette situation en pensant que j'aidais. J'allais être là pour Emma quand sa propre mère ne voulait pas l'être. J'allais lui montrer à quoi ressemblait la stabilité. À quoi ressemblait l'amour. Et je l'ai fait. Pendant 5 ans j'ai tout fait correctement. Je suis allée à tous les événements scolaires. Tous les récitals de danse. Toutes les réunions parents-professeurs. J'ai préparé les déjeuners. J'ai aidé avec les projets scientifiques. J'étais là pour la discussion sur les premières règles parce que Rachel ne répondait pas au téléphone. J'étais là pour les ruptures amicales et les mauvais jours et les bons jours. Marcus disait toujours qu'il m'appréciait. Il disait toujours qu'Emma avait de la chance de m'avoir. Mais au final, j'étais juste la belle-mère. J'étais juste la remplaçante. La substitut. Celle qui faisait tout le travail mais n'obtenait aucun crédit. Rachel débarquait un week-end sur 2 et était la maman cool. Elle emmenait Emma faire du shopping et dans des restaurants chics et la laissait se coucher tard. Elle publiait des photos sur les réseaux sociaux avec des légendes sur sa belle-fille et combien elle aimait être maman. Et tout le monde aimait et commentait quelle merveilleuse mère elle était. Pendant ce temps j'étais celle qui gérait les crises de nerfs après qu'Emma revenait de chez Rachel. J'étais celle qui devait faire respecter les règles et les heures de coucher et les devoirs. J'étais celle qui devait expliquer que parfois les mamans font des erreurs mais ça ne veut pas dire qu'elles ne t'aiment pas. C'était épuisant. Mais j'aimais Emma. Et j'aimais Marcus. Alors j'ai continué à le faire. Mais assise à cette table après que Marcus m'ait parlé de Noël, j'ai réalisé quelque chose. J'avais été si occupée à essayer d'être suffisante pour tous les autres que je m'étais complètement perdue. J'avais mis ma carrière en pause. J'avais déménagé de ville pour être plus proche de l'école d'Emma. J'avais refusé des promotions parce qu'elles nécessitaient des voyages et Marcus disait qu'Emma avait besoin de stabilité à la maison. Et la plus grande chose que j'avais refusée était une mutation au Japon. Mon entreprise me l'avait proposé 3 fois au cours des 4 dernières années. C'était une opportunité incroyable. Diriger la division Asie-Pacifique. Le triple de mon salaire. Une chance de vivre à Tokyo et de découvrir une culture complètement différente. Mais à chaque fois qu'ils me l'ont proposé, j'ai dit non. À cause de Marcus. À cause d'Emma. Parce que je pensais que je construisais une famille. Mais je ne construisais rien. Je me faisais juste de plus en plus petite jusqu'à ce que j'existe à peine. Le lendemain matin je me suis réveillée et Marcus a agi comme si rien ne s'était passé. Il m'a embrassée sur le front et a demandé ce que je voulais pour le petit déjeuner. Comme s'il ne venait pas de me dire qu'il m'abandonnait à Noël. Comme s'il ne venait pas de me dire de divorcer si ça ne me plaisait pas. J'ai fait du café et je n'ai rien dit. Il a parlé de trucs du travail. Il a parlé de devoir acheter les cadeaux de Noël d'Emma. Il a parlé de tout sauf de la bombe qu'il avait lâchée la veille. Je suis allée au travail et je n'arrivais pas à me concentrer. Ma patronne est passée à mon bureau et m'a demandé si j'allais bien.
Je devais avoir l'air terrible. J'ai dit que j'allais bien. Elle ne m'a pas cru. Elle s'est assise et a attendu que je lui raconte ce qui s'était passé. Elle a tout écouté. Quand j'ai fini, elle m'a juste regardé pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit que j'avais passé 5 ans à prouver que je valais la peine d'être gardée et que peut-être il était temps que je les fasse prouver qu'il valait la peine que je reste. Ça m'a frappé fort. Parce qu'elle avait raison. J'avais passé une audition pour cette famille pendant 5 ans. Essayant de mériter ma place. Essayant d'être assez bien. Et peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez parce que je ne serais jamais Rachel. Je ne serais jamais la vraie mère. Ma patronne m'a demandé si je me souvenais du poste à Tokyo. J'ai dit bien sûr que oui. Elle a dit qu'ils avaient demandé de mes nouvelles à nouveau la semaine dernière. Le poste était toujours ouvert. Ils me voulaient spécifiquement. Ils étaient prêts à attendre si j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. J'avais un mari. Une belle fille. Une vie ici. Elle m'a juste regardé et a demandé si j'avais vraiment ces choses ou si je voulais juste croire que je les avais. Je suis rentrée à la maison ce soir-là et Marcus aidait Emma avec ses devoirs de maths. Il riait de quelque chose. Emma a levé les yeux quand je suis entrée et a souri. Elle a demandé si on pouvait faire des biscuits plus tard. Mon cœur me faisait mal parce que j'aimais tellement cet enfant. Même si elle n'était pas à moi. Même si je ne serais jamais vraiment sa mère. J'ai dit bien sûr qu'on pouvait faire des biscuits. On a passé la soirée à cuisiner et à décorer et à mettre le bazar dans la cuisine. Marcus a mis de la musique de Noël. Pendant quelques heures ça semblait normal. Ça semblait que peut-être tout irait bien. Mais puis Emma est allée se coucher et Marcus a recommencé à parler de Noël. Il a dit qu'il avait réservé un hôtel près de chez Rachel. Il a dit qu'il partirait le matin du réveillon et reviendrait le soir du 26. Il l'a dit si désinvolte. Comme si c'était déjà décidé. Comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Je lui ai demandé s'il avait pensé à moi du tout en faisant ses plans. Il a soupiré comme si j'étais difficile. Il a dit qu'on en avait déjà discuté. Emma avait besoin de ça. Je devais arrêter d'être égoïste et penser à ce qui était le mieux pour sa fille. Sa fille. Pas notre fille. Sa fille. Je lui ai demandé quand j'étais devenue l'ennemi. Quand vouloir passer Noël avec mon mari était devenu égoïste. Il a dit que je déformais ses mots. Il a dit que je savais combien la relation d'Emma avec sa mère était importante. Il a dit que je devrais soutenir ça au lieu d'en faire une affaire personnelle. J'étais si fatiguée de me battre. Si fatiguée d'expliquer pourquoi je comptais. Si fatiguée d'être celle qui comprend. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Il a dit qu'il n'y avait rien à réfléchir. Il avait déjà dit à Emma et Rachel. Ça allait arriver. C'est là que j'ai su. Il ne me respectait pas. Il ne me valorisait pas. Il ne me voyait. Même pas vraiment. J'étais juste la personne qui rendait sa vie plus facile. La personne qui s'occupait de son enfant pour qu'il n'ait pas à se sentir coupable. La personne qui était censée sourire et accepter les miettes qu'il me lançait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée dans le lit à côté de Marcus et j'avais l'impression de dormir à côté d'un étranger. Comment n'avais-je pas vu ça avant? Comment m'étais-je convaincue que c'était de l'amour? À 3 heures du matin je me suis levée et je suis allée dans mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai écrit un email. J'ai dit à mon entreprise que je voulais le poste à Tokyo. J'ai dit que je pouvais commencer en janvier. J'ai dit que j'étais prête. J'ai fixé cet email pendant 1 heure avant de l'envoyer. Parce que l'envoyer signifiait admettre que mon mariage était fini. Ça signifiait accepter que j'avais gaspillé 5 ans. Ça signifiait quitter Emma et ça me brisait le cœur plus que tout. Mais je l'ai envoyé. J'ai appuyé sur envoyer et puis j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la famille que je pensais avoir. J'ai pleuré pour la vie que je pensais construire.
J'ai pleuré pour la fille que j'étais avant de me faire petite pour quelqu'un d'autre. Ma patronne m'a répondu à 6 heures du matin. Elle a dit qu'elle était ravie. Elle a dit qu'elle allait commencer les papiers immédiatement. Elle a dit que je faisais le bon choix. J'espérais qu'elle avait raison. J'ai passé la semaine suivante comme un fantôme. Je souriais à Emma. Je préparais les dîners. Je faisais la lessive. J'agissais normalement. Mais à l'intérieur, je planifiais ma sortie. Je réglais la logistique. Je me préparais à faire exploser toute ma vie. Marcus n'a remarqué que quelque chose n'allait pas. Bien sûr que non. Il était trop occupé à planifier son Noël parfait avec Rachel. Il m'a demandé ce que j'allais faire pendant qu'il serait parti. J'ai dit que j'allais probablement juste me détendre. Il a dit que ça avait l'air sympa. Il a vraiment dit que ça avait l'air sympa. Comme si moi être seule à Noël était des vacances. Emma m'a demandé un soir si j'étais triste à propos de Noël. Je lui ai dit que je comprenais. Elle a dit que sa mère avait été vraiment triste dernièrement et que ça la rendrait heureuse. J'ai demandé si elle voulait passer Noël avec sa mère. Elle a dit oui. Elle a dit qu'elle manquait à sa mère parfois même si elle la voyait un week-end sur 2. Je comprenais. Vraiment. Emma était une enfant prise entre 2 mondes. Elle aimait sa mère même si sa mère s'était essentiellement désengagée de la parentalité. Ce n'était pas la faute d'Emma. Rien de tout ça n'était la faute d'Emma. Mais ce n'était pas non plus ma responsabilité de me sacrifier pour que Rachel puisse jouer à la maman 2 fois par an. Les papiers pour Tokyo sont arrivés plus vite que prévu. J'avais 3 semaines pour me préparer. 3 semaines pour emballer ma vie. 3 semaines pour comprendre comment partir. J'ai dit à Marcus que je devais lui parler. C'était une semaine après notre conversation sur Noël. Il a dit d'accord et s'est assis avec son téléphone dans la main, ne me donnant même pas toute son attention. Je lui ai dit que j'avais accepté un poste à Tokyo. Je lui ai dit que je partais en janvier. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Il a laissé tomber son téléphone. M'a juste fixé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Il a dit quoi? Juste quoi? Comme un seul mot. J'ai répété. Lentement. Clairement. J'ai dit que je déménageais au Japon pour le travail et que je voulais divorcer. Il a commencé à rire. Vraiment rire. Il a dit que j'étais ridicule. Il a dit que je faisais un caprice à cause de Noël. Il a dit que je me calmerais dans quelques jours et qu'on pourrait oublier cette conversation. Je lui ai dit que j'avais déjà signé le contrat. J'avais déjà commencé à faire mes valises. Ce n'était pas un caprice. C'était moi qui me choisissais pour la première fois en 5 ans. C'est là qu'il s'est mis en colère. Il a commencé à crier. Il a dit que je les abandonnais. J'abandonnais Emma. Comment pouvais-je leur faire ça? Comment pouvais-je être si égoïste? L'ironie était presque drôle. Il pouvait me laisser seule à Noël et c'était bien. Mais moi partir définitivement c'était de l'abandon. Je suis restée calme. Je lui ai dit qu'il m'avait montré exactement quelle place j'occupais dans sa vie. Je lui ai dit qu'il avait choisi Rachel et qu'il ne réalisait même pas qu'il la choisissait depuis des années. Chaque fois qu'il donnait la priorité à ses sentiments à elle plutôt qu'aux miens. Chaque fois qu'il la laissait piétiner les limites. Chaque fois qu'il me faisait sentir que je devrais être reconnaissante juste d'être incluse. Il a dit que ce n'était pas juste. Il a dit qu'il m'aimait. Je lui ai demandé quand était la dernière fois qu'il l'avait montré. Quand était la dernière fois qu'il m'avait mise en premier? Quand était la dernière fois qu'il avait considéré mes sentiments avant de prendre une décision majeure? Il ne pouvait pas répondre. Il est juste resté là le visage rouge. Je lui ai dit que je resterais jusqu'après Noël. Je rendrais les choses faciles pour Emma. Je ne lui dirais pas avant les fêtes. Mais ensuite je partais et il devait l'accepter. Il a dit que je faisais la plus grosse erreur de ma vie. Il a dit que j'allais le regretter. Il a dit que je jetais notre famille pour rien. Ce mot.
Rien. C'est ce que ma douleur était pour lui. Rien. Marcus est allé chez Rachel pour Noël comme prévu. Il a essayé de me faire changer d'avis jusqu'au moment où il a franchi la porte. Il a dit qu'on pourrait faire une thérapie de couple. On pourrait arranger les choses. Je devais juste lui donner une chance. Je lui ai dit qu'il avait eu 5 ans de chance. J'en avais fini. Emma m'a serré dans ses bras avant de partir. Elle a chuchoté qu'elle allait me manquer à Noël. Je lui ai dit de s'amuser avec sa mère. Elle m'a regardé avec ses grands yeux tristés. A dit qu'elle aurait aimé que je puisse venir aussi. Marcus a entendu ça et j'ai vu quelque chose passer sur son visage. Peut-être de la culpabilité. Peut-être du regret. Mais il n'a rien dit. Il a juste pris la main d'Emma et ils sont partis. J'ai passé le réveillon de Noël à faire mes valises. Je suis passée dans chaque pièce et j'ai trié ma vie en carton. Les choses à expédier au Japon. Les choses à donner. Les choses à jeter. C'était étrange à quel point je me souciais peu de choses. La plupart n'étaient que des objets. Des choses que j'avais achetées pour qu'une maison ressemble à un foyer. Mais ça n'avait jamais vraiment été mon foyer. Je vivais juste dans la vie de Marcus. Le matin de Noël, j'ai fait un appel vidéo à mes parents. Ils savaient pour le divorce. Ils savaient pour Tokyo. Ma mère avait pleuré. Mon père avait dit qu'il était temps. Ils ont demandé si ça allait de passer Noël seul. J'ai dit que j'allais plus que bien. J'étais libre. J'ai passé la journée à regarder des films et à manger des plats à emporter. Ça aurait dû être triste. Mais ça ne l'était pas. C'était paisible. Pour la première fois en année, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Marcus m'a appelé ce soir-là. J'ai failli ne pas répondre. Mais j'étais curieuse. J'ai décroché et avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a commencé à parler vite. Paniqué. Rachel avait un petit ami. Apparemment, elle le voyait depuis des mois. Il s'est pointé le matin de Noël comme une surprise. Rachel l'a présenté à Emma comme quelqu'un de très spécial. Emma a paniqué. Elle a commencé à pleurer en disant qu'elle pensait que Noël était censé être juste pour eux trois. Elle pensait que ses parents allaient se remettre ensemble. Marcus a dit qu'il ne savait pas quoi faire. Rachel était en colère contre lui de ne pas avoir préparé Emma. Emma était hystérique. Le petit ami était parti. Maintenant Rachel disait que tout ça était une erreur et que peut-être Emma devrait rentrer à la maison plus tôt. Il m'a demandé quoi faire. Il m'a vraiment demandé de réparer le gâchis qu'il avait créé. J'ai pris une grande respiration. J'aurais pu crier. J'aurais pu dire je te l'avais dit. J'aurais pu le faire se sentir aussi petit qu'il m'avait fait sentir. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était pas une question de lui faire mal. C'était une question de me mettre en premier enfin. Je lui ai dit qu'il devait gérer ça. Il était le père d'Emma. Rachel était la mère d'Emma. Ils avaient créé cette situation et ils devaient s'en occuper. Je n'étais pas son plan B. Je n'étais pas son soutien émotionnel. Je n'étais plus celle qui résolvait ses problèmes. Il a dit qu'il avait besoin de moi. Emma avait besoin de moi. J'étais la seule qui pouvait la calmer. J'ai dit non. Juste non. Un mot. Simple. Clair. Il a commencé à pleurer. Marcus. Mon mari qui ne pleurait jamais. Il pleurait vraiment au téléphone. Il a dit qu'il avait fait une erreur. Il a dit qu'il ne réalisait pas ce qu'il avait jusqu'à ce que ce soit parti. Il a dit que Rachel ne comptait pas. Le petit ami ne comptait pas. Tout ce qui comptait c'était nous. Notre famille. Il ferait n'importe quoi pour arranger ça. Je lui ai demandé s'il le pensait vraiment. Il a dit oui. Absolument oui. Il annulerait Noël maintenant. Il rentrerait à la maison. On passerait demain ensemble. Juste nous. On irait en thérapie.
On travaillerait sur notre mariage. Tout ce dont j'avais besoin. Je l'ai laissé finir. L'ai laissé dire tout ce qu'il avait besoin de dire. L'ai laissé faire toutes ses promesses. Puis je lui ai dit que c'était trop tard. Pas parce que je ne lui avais pas pardonné. Pas parce que j'essayais de le punir. Mais parce que j'avais finalement vu la vérité. Il ne m'aimait pas comme je méritais d'être aimé. Il m'aimait quand c'était pratique. Quand je rendais sa vie plus facile. Quand je ne demandais rien et donnais tout. Mais le vrai amour n'est pas conditionnel. Le vrai amour ne te classe pas en dessous d'une ex-femme. Le vrai amour ne te dit pas de divorcer si tu n'aimes pas quelque chose. Le vrai amour ne te fait pas sentir que tu passes toujours une audition pour être gardé. J'avais passé 5 ans à essayer de mériter une place dans son cœur. Et j'étais fatiguée. J'étais si fatiguée. Il a supplié. Il m'a vraiment supplié de reconsidérer. Il a dit qu'il ferait n'importe quoi. Il a dit qu'il m'aimait plus que tout. Je lui ai dit que si c'était vrai il l'aurait montré quand ça comptait. Il m'aurait choisi pour Noël. Il aurait respecté mes sentiments. Il m'aurait fait sentir que j'étais sa priorité au moins une fois en 5 ans. Mais il ne l'avait pas fait. Et maintenant je me choisissais moi. Il a demandé et Emma alors. Qu'est-ce qu'il était censé lui dire? J'ai dit dis-lui la vérité. Dis-lui que parfois les adultes font des erreurs. Dis-lui que je l'aime mais que je ne peux pas rester dans un mariage où je ne suis pas valorisée. Dis-lui qu'elle n'a rien fait de mal. C'était entre lui et moi. Il est resté silencieux pendant longtemps. Puis il a demandé s'il n'y avait vraiment rien qu'il puisse faire. Rien qui me ferait rester. J'ai dit non. Je déménageais à Tokyo dans 2 semaines. J'avais déjà déposé une demande de divorce. Mon avocat serait en contact. On pourrait tout diviser équitablement et garder les choses simples. Mais c'était fini entre nous. Il a dit qu'il ne se pardonnerait jamais. J'ai dit que ce n'était plus mon problème. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des mois je me sentais légère. Comme un poids que j'avais porté pendant des années s'était enfin levé. J'ai déménagé à Tokyo le 15 janvier. Marcus n'a pas contesté le divorce. Je pense qu'il savait qu'il n'y avait aucun intérêt. Il m'avait montré exactement qui il était et je l'avais finalement cru. Emma a pleuré quand je lui ai dit au revoir. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit qu'elle pouvait m'envoyer des emails quand elle voulait. Je lui ai dit que rien de tout ça n'était sa faute. Elle a demandé si je partais à cause d'elle. J'ai dit absolument pas. Je partais parce que j'avais besoin de prendre soin de moi. Et parfois ça signifie faire des choix difficiles. Elle m'a serré si fort dans ses bras. A dit que j'allais lui manquer. J'ai dit qu'elle allait me manquer aussi. Et je le pensais. Quitter Emma était la partie la plus difficile de tout ça. Mais je ne pouvais pas me mettre le feu pour tenir les autres au chaud. Plus maintenant. Tokyo était incroyable. Tout ce que j'avais espéré et plus encore. Le travail était stimulant et excitant. La ville était magnifique. Je me suis fait des amis. J'ai eu des rendez-vous. J'ai découvert des parties de moi que j'avais oubliées. 6 mois après mon déménagement, Marcus s'est marié. Avec Rachel. Apparemment le petit ami n'a pas duré et ils ont décidé de réessayer pour le bien d'Emma. Mon ami m'a envoyé l'annonce du mariage. Je l'ai regardé pendant environ 30 secondes puis je l'ai supprimé. Leur choix n'était plus mon problème. 1 an plus tard Emma m'a envoyé un email. Elle a dit que les choses étaient bizarres à la maison. Ses parents se disputaient beaucoup. Le petit ami de Rachel était revenu et maintenant il y avait du drame. Elle a dit que ça lui manquait quand je vivais avec eux parce que les choses étaient plus calmes. Mon cœur s'est brisé pour elle. Mais je savais aussi que j'avais fait le bon choix. Parce que si j'étais restée je serais toujours celle qui gérait les émotions de tout le monde. Toujours celle qui se sacrifiait. Toujours celle qui se faisait plus petite. J'ai répondu et j'ai dit à Emma que je l'aimais. Je lui ai dit qu'elle pouvait toujours me parler.
Mais je lui ai aussi gentiment dit que j'avais ma propre vie maintenant. Et c'était une bonne vie. Une vie pleine. Une vie où je comptais. Ça fait 3 ans maintenant. Je suis toujours à Tokyo. J'ai été promue 2 fois. Je suis en couple avec quelqu'un qui se montre vraiment présent pour moi. Qui considère mes sentiments. Qui ne me fait pas sentir que j'ai de la chance juste d'être choisie. Parfois les gens demandent si je regrette. Si j'aurais aimé essayer plus fort de sauver mon mariage. La réponse est non. Pas même un peu. Parce que ce soir-là quand Marcus m'a appelé paniqué de chez Rachel, j'avais un choix. Je pouvais me précipiter et le sauver comme je le faisais toujours. Je pouvais mettre de côté ma douleur et être la personne mature. Je pouvais me sacrifier une fois de plus. Ou je pouvais me choisir. Enfin me choisir. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis choisie. J'ai choisi ma carrière. J'ai choisi mon bonheur. J'ai choisi une vie où je n'ai pas à supplier pour être valorisée. Marcus m'a appris une leçon importante même s'il ne le voulait pas. Il m'a appris que tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur et quand même avoir besoin de partir. Il m'a appris que rester dans quelque chose qui te fait mal ne fait pas de toi quelqu'un de loyal. Ça te fait juste devenir petite. Il pensait que je ne partirais jamais vraiment. Il pensait que j'avais plus besoin de lui qu'il n'avait besoin de moi. Il pensait qu'il pouvait me traiter comme il voulait parce que je serais toujours là à attendre. Il avait tort. Et quand il l'a compris, c'était trop tard. Les gens me demandent si je suis en colère contre lui. Je ne le suis pas. Je suis reconnaissante en fait. Parce qu'il m'a poussée à finalement me valoriser. Il m'a poussée à arrêter de me contenter de moi. Il m'a poussée tout droit dehors et vers la vie que j'étais toujours censée avoir. Parfois la pire chose qui t'arrive finit par être la meilleure chose. Parfois tu dois tout perdre pour te retrouver. Parfois la personne qui te brise le cœur te libère en fait. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec Marcus et Rachel. Je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. Je ne vérifie plus. Parce que leur histoire n'est pas mon histoire. Mon histoire parle d'une femme qui a finalement appris qu'elle était suffisante exactement comme elle était. Qui a appris qu'elle n'avait pas besoin de se rétrécir pour rentrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Qui a appris que partir n'est pas abandonner. Parfois c'est la chose la plus courageuse que tu puisses faire. Ce Noël où Marcus m'a laissé seule et m'a dit de divorcer si ça ne me plaisait pas, il pensait qu'il me bluffait. Il pensait que je ne le ferais jamais vraiment. Il pensait que j'avais trop besoin de lui. Mais voilà ce qu'il n'a pas compris. Je n'avais pas besoin de lui. Je le voulais. Il y a une différence. Et une fois qu'il a rendu clair que le vouloir signifiait accepter le manque de respect, l'envie a disparu assez vite. Maintenant je vis dans l'une des villes les plus excitantes du monde. Je fais un travail que j'aime. Je suis avec quelqu'un qui me traite comme si j'étais précieuse. Je me réveille chaque jour et je me sens reconnaissante pour ma vie au lieu de me demander comment me faire plus petite. Et Marcus est de retour avec son ex-femme. La femme dont il m'avait dit qu'il était passé à autre chose. La femme qui l'avait trompé. La femme qui ne voulait pas être attachée par son propre enfant. Il se mérite honnêtement. Quant à Emma, j'espère qu'elle va bien. J'espère qu'elle trouve son chemin. J'espère qu'un jour elle comprendra pourquoi j'ai dû partir. Et j'espère qu'elle apprend plus tôt que moi qu'on ne devrait jamais se rendre invisible pour le confort de quelqu'un d'autre. Parce que voici la vérité que personne ne te dit. Les gens qui t'aiment vraiment ne te demanderont pas de disparaître. Ils ne te classeront pas. Ils ne te feront pas prouver ta valeur encore et encore. Ils t'aimeront juste. Ouvertement. Clairement. Sans condition. Et une fois que tu expérimentes ce genre d'amour, tu ne te contenteras plus jamais de moi. Crois-moi. Je sais. 2 ans après mon installation à Tokyo, j'ai reçu un message inattendu de la mère de Marcus. Elle m'a dit que Marcus et Rachel s'étaient séparés à nouveau après seulement 18 mois de mariage. Rachel avait quitté la maison un matin sans explication et était partie vivre avec le même petit ami qui avait ruiné leur Noël.
Emma vivait maintenant à temps plein avec Marcus et il se débrouillait mal. La maison était en désordre. Emma séchait l'école. Marcus buvait trop. Sa mère m'a demandé si je pouvais appeler Emma parce qu'elle me réclamait constamment. Elle a dit qu'Emma pleurait en disant que j'étais la seule mère stable qu'elle avait jamais eue. J'ai appelé Emma ce soir-là et mon cœur s'est brisé en entendant sa voix. Elle avait 15 ans maintenant et elle semblait tellement plus âgée. Elle m'a raconté comment Rachel était partie sans même lui dire au revoir. Comment elle avait trouvé son père endormi sur le canapé entouré de bouteilles de bière 3 soirs de suite. Comment elle préparait ses propres repas parce qu'il oubliait de faire les courses. Comment elle portait des vêtements sales à l'école parce que personne ne faisait la lessive. Elle m'a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi j'étais partie. Elle a dit que si elle avait été à ma place, elle serait partie aussi. Marcus m'a envoyé un email une semaine plus tard. Pas pour me demander de revenir. Pas pour supplier. Juste pour s'excuser. Il a écrit 6 pages sur comment il avait tout gâché. Comment il m'avait prise pour acquise pendant toutes ces années. Comment il avait cru l'herbe plus verte avec Rachel jusqu'à ce qu'il se retrouve seul avec une adolescente en colère et une ex-femme qui avait à nouveau disparu de leur vie. Il a dit qu'il allait en thérapie maintenant. Qu'il avait arrêté de boire. Qu'il essayait de devenir le père qu'Emma méritait. Il a terminé en disant qu'il ne me demandait rien. Il voulait juste que je sache qu'il avait finalement compris. J'ai pleuré en lisant cet email. Pas parce que je voulais revenir. Pas parce que je regrettais ma décision. Mais parce qu'il avait fallu qu'il perde absolument tout pour comprendre ce qu'il avait eu. Et maintenant Emma payait le prix de ses erreurs. Je lui ai répondu brièvement. Je lui ai dit que j'étais contente qu'il aille mieux. Que j'espérais qu'il serait le père dont Emma avait besoin. Mais je lui ai aussi dit clairement que ce chapitre de ma vie était fermé pour toujours. Je n'étais plus la personne qui ramassait les morceaux de sa vie brisée. Ma relation à Tokyo est devenue sérieuse après 3 ans. Kenji était un architecte japonais que j'avais rencontré lors d'un événement professionnel. Il était tout ce que Marcus n'avait jamais été. Attentionné sans que j'aie à le demander. Présent dans les petits moments. Fier de mes réussites au lieu d'en être menacé. Quand je lui ai raconté mon histoire avec Marcus, il m'a pris la main et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit qu'un homme qui aime vraiment une femme ne la laisse jamais douter de sa place dans sa vie. Que l'amour se montre dans les actions quotidiennes, pas dans les grandes promesses faites trop tard. Emma est venue me rendre visite à Tokyo quand elle avait 17 ans. Marcus avait économisé pendant 1 an pour lui payer le voyage. C'était son idée de se racheter pour tout ce qu'il avait raté. Emma est restée 2 semaines avec moi et Kenji. Elle a adoré la ville. Elle a adoré voir la vie que je m'étais construite. Un soir, assise sur mon balcon avec vue sur les lumières de Tokyo, elle m'a demandé si je l'avais déjà regretté. Je lui ai répondu honnêtement. Je lui ai dit que quitter son père avait été la décision la plus difficile de ma vie, mais aussi la meilleure. Que parfois aimer quelqu'un signifie le laisser partir. Emma m'a confié qu'elle avait longtemps été en colère contre moi. Qu'elle m'en avait voulu de l'avoir abandonnée. Mais qu'en grandissant et en voyant comment son père et sa mère se comportaient, elle avait compris que je ne l'avais pas abandonnée. Je m'étais sauvée moi-même. Elle a dit que ça lui avait appris une leçon importante. Que personne ne devrait jamais rester dans une situation qui les détruit juste par loyauté ou par peur. Qu'elle ne ferait jamais ce que sa mère avait fait à son père, ni ce que son père m'avait fait à moi. Elle serait différente. Marcus s'est remarié quand Emma avait 19 ans. Avec une femme nommée Lisa qu'il avait rencontrée dans son groupe de thérapie. Emma m'a dit que c'était différent cette fois. Que son père traitait Lisa avec respect. Qu'il la consultait pour les décisions. Qu'il agissait comme un partenaire et non comme quelqu'un qui attendait d'être servi. Elle a dit que ça lui faisait mal de voir comment il pouvait être cet homme maintenant, mais qu'il ne l'avait jamais été avec moi. Je lui ai dit que parfois les gens ont besoin de tout perdre pour apprendre à apprécier ce qu'ils ont. Que son père avait appris cette leçon de la manière la plus dure. Aujourd'hui, 7 ans après avoir quitté cette maison le jour de Noël,
Je suis vice-présidente de ma division à Tokyo. Kenji et moi nous sommes mariés il y a 2 ans lors d'une cérémonie intime au Japon. Emma était là. C'est elle qui m'a accompagnée dans l'allée parce qu'elle a dit que j'avais été plus une mère pour elle que Rachel ne l'avait jamais été. Marcus a envoyé une carte de félicitations. À l'intérieur, il avait écrit une seule phrase. Merci de m'avoir montré ce que je devais devenir. Je l'ai rangé dans un tiroir et je ne l'ai jamais relu. L'histoire aurait pu se terminer différemment si j'étais restée. J'aurais pu passer un autre Noël seul. Puis un autre. J'aurais pu continuer à me faire petite jusqu'à disparaître complètement. J'aurais pu passer ma vie à me demander ce qui aurait pu être si j'avais eu le courage de partir. Mais je ne me pose pas ces questions. Parce que ce soir-là, quand j'ai raccroché au téléphone avec Marcus qui pleurait chez son ex-femme, j'ai fait le choix qui a sauvé ma vie. Je me suis choisie. Et ça a fait toute la différence. Where's the boss? Oh, he's one of those. He goes and chills on the other side of the map because he can. Wow. Whatever this supersonic attack is, I don't want it. Yeah, splash me with water. No one's playing Julian. Enemy felled. Another bony guy. Oh! Ow! Did she just howl? Trust your ears. Okay, are you still mad at me, dude? What did I ever do? Take this. Strange. There's something else. Bring Oh, sorry. I interrupted him. So this is the guy I need to talk to if I want to become a furry with my skills, I assume. I really wanted to kill this one, but he kind of whooped my ass earlier. Did we get any money for this fight? 5,000. Shit. Should we try? I mean, fuck it, why not? We're already here, we're broke. Whatever, man. Watch him take 3 damage. Oh yeah, you're the guard. Why am I crouching? If you call up your twin, I'm gonna scream, by the way. Ow. Do you have poison? Juicy attacks. Oh, my babe's about to fall down. Okay, I'm fine.
Oops. Hi Timmy, how are you doing? What? Why are you mad at me? He got diarrhea from the last meal you fed him? This isn't on me. This cannot possibly be on me. What do you say fuck me for? Have you tried hugging him? Listen, he stopped talking to me earlier. He went full silent mode. I fed him as per his request, and now he's attacking me. What? Come on, man. W Boo, that's not Boo. Boo doesn't look like that. Is it because I attacked you? Might be. Thank you. Just one of my wounds, dude. Oh la la. It's complicated. Fucking stuck, dude. May my camera lock on this guy one day, but maybe not today. Great. I love being stuck in the decor and dying. Hey Ted, I got diarrhea from last stream. Yeah, he just attacks me now. What if you rest? Waste. Yeah, today is the 1000. Are you chill now? Why are you not chill, bro? Oh my god! I'm so confused. Like, what did I ever do to you? Grand B. Oi! I'm gonna die. I'm stuck in the wall. Oh, he wants to consume me now. I guess I just gave him too much. What can I say? I'm overwhelmed by the amount of bosses I'm supposed to kill right now. Again. I don't think I can do this. I'm cooked! I know, right? Like... He's so fucking fast! I'm dead!
Yo! Hello? Should I have killed you or what? What are we... Put it away? I won't forget again. Paro. My appetite. My sin. Okay. So please. Enough. Okay. Put it away. I put it away.